Une pauvre vie, une œuvre qui n'est plus lue aujourd'hui, c'est la destinée de Léon Bloy. Les plus vives critiques lui ont été adressées, égocentrisme monstrueux, ingratitude du cœur, calomniateur. Ce que personne n'a pu contester, c'est sa foi et sa sincérité. Un illuminé, a-t-on dit de lui, et c'est là où l'on approche de plus près le personnage. Il a été détesté de tous et aimé de quelques-uns. C'est à ces derniers que nous avons demandé des témoignages en sa faveur, à sa fille, Madeleine Souberbiel, professeure de musique, à son gendre, l'organiste Édouard Souberbiel, à deux amis, Georges Auric et Stanislas Fumet, un professeur qui lui a consacré de nombreux livres, Jacques Petit, un autre professeur qui l'admire, Monseigneur Baron, un évêque qui lui doit son sacerdoce. Son œuvre est contenue dans 4 cahiers d'écoliers. Son écriture est minuscule, il est vrai que Bloy a fait des travaux d'enluminure. Il faut lire à la loupe. C'est ainsi que La femme pauvre, un roman de 300 pages d'édition, tient en 40 pages de son écriture. Son journal, dont la plus grande partie n'a pas été publiée, est inscrit dans 25 agendas, où Bloy relatait minutieusement les événements de sa vie, au jour le jour. Son œuvre, elle reste inconnue. On ne lit pas Bloy. Même au livre de poche, il ne se vend pas. 1884, propos d'un entrepreneur de démolition. 1885, le pâle. 1887, le désespéré. 1892, le salut par les Juifs. 1893, histoire désobligeante. Et 97, la femme pauvre. 1898, le mendiant ingrat. 1902, exégèse des lieux communs. 1909, le sang du pauvre. 1914, le pèlerin de l'absolu. Deux époques dans la vie de Bloy, avant la rencontre avec Anne-Marie Roulet, une prostituée qu'il voulut sauver de la déchéance, après Anne-Marie Roulet, la fausse existence tranquille. Le 11 juillet 1846, il naît à Périgueux, dans une famille où règne l'austérité. Son père, fonctionnaire, ne laisse aucune place aux effusions. Sa mère, très effacée, n'a pas droit à la parole. Léon Bloy apprend le dessin, l'enluminure, et à 18 ans, il part pour Paris, ayant rejeté toute l'éducation religieuse qu'il avait reçue. Mais le jeune homme ne demande qu'à se tourner vers Dieu, et en 1867, il se convertit. Dès lors commence pour lui l'expérience mystique. Mais il faut vivre. Il collabore à différents journaux, Le Chat Noir en particulier, où l'on découvre un Léon Bloy outrancier dans ses propos et dans son comportement. Et en 1877, il rencontre une prostituée, comme celle-ci. Elle s'appelle Anne-Marie Roulet, et il va partager avec elle 5 ans de folie mystique. Aventure mystique qui a d'ailleurs fort mal tourné, si je peux dire, puisque Anne-Marie Roulet n'a certainement pas pu supporter l'effort, la tension que lui imposait la vie avec Bloy, et elle est devenue folle en 1882. Comment les amis de Bloy voyaient-ils cette liaison? Je crois qu'ils ne la voyaient pas. Je pense que Bloy n'a pas parlé de cette liaison à la plupart de ses amis. Je ne sais exactement qui était au courant. Barbé d'Aurevilly, avec qui Bloy était très lié à cette époque, l'ignorait absolument et s'est imaginé je ne sais quoi. Landry, peut-être, qui était aussi un ami intime, a su, mais assez peu de choses. Peut-être Villiers de l'Isle-Adam ou Huysmans, mais encore je n'en suis pas certain. Mais cette notion de la femme que l'on rachète n'est-elle pas une notion de l'époque? Évidemment, on est bien tenté de penser que Bloy est en train de vivre un thème hugolien. Est-ce que la prostituée que l'on rachète, ce n'est pas un thème de tout le XIXe siècle? À certains égards, il y a dans le désespéré certaines traces de la lecture des Misérables, et même dans le détail. Il y a aussi un autre thème qui est propre à Bloy, et c'est cette sorte de hantise de la souffrance
Et ce n'est pas seulement alors le thème romantique qui intervient dans ce cas. Je crois que Blois a eu le sentiment de prendre un être lamentable, un être dans la pire souffrance, et essayer de l'élever. Ce qui n'est plus tout à fait le thème romantique banal de la femme repentie. Après cette vie de folie mystique, Blois se consacre à la violence. Il publie des articles fracassants, enterrant sous des insultes ses amitiés de la veille. Mais en 1889, il rencontre Jeanne Molbeck, la fille du poète danois Frédéric Molbeck. Il croit trouver la paix, les malheurs continuent. Manque d'argent, perte de ses 2 premiers enfants, André à l'âge d'1 an, Pierre à l'âge de 3 mois, Blois vit de sa plume de plus en plus mal. 1911, il se fixe à Bourg-la-Reine, où il mourra le 3 novembre 1917. La maison de Blois me paraissait un refuge contre tout ce qui est conventionnel, contre tout ce qui est faux dans le monde. On venait à lui pour prendre un bain de simplicité, un bain de vérité, dont on continuait de ressentir le bienfait quand on l'avait quitté. Ce qu'on ressentait aussi, très fortement, peut-être plus fortement encore, en sa présence, c'était sa bonté. Léon Blois était un être essentiellement aimant. Tous ses amis disent la même chose. Il ne vivait que par le cœur. Il n'avait jamais vécu que par le cœur. Je me rappelle que vers la fin de sa vie, comme les médecins lui disaient qu'il avait le cœur fatigué, il écrivait à l'un des miens: « Il paraît que j'ai abusé de cet organe. » Et il disait bien vrai. Et je revois encore, il avait des très grands yeux bleus, excessivement saisissants et particulièrement inoubliables. C'est, entre autres choses, c'est le regard de Blois dont je me souviens le plus précisément lorsque maintenant j'essaie de me souvenir de lui. Et je revois donc cet homme m'ouvrant sa porte, me recevant spontanément, les bras ouverts, me faisant rester le plus longtemps possible pour bavarder. Léon Blois s'est dit lui-même soldat de l'absolu. Quel est cet absolu de Blois? Oh, c'est extrêmement simple. Pour Blois, l'absolu, c'est de partir de Dieu et d'aller à Dieu. C'est parfaitement simple. Et il disait d'ailleurs, d'une manière humoristique, que tout autre voyage que celui-là était idiot. Cet homme aurait pu devenir un Louis Veuillot. Son intransigeance l'en a empêché et il n'a pu se tourner d'aucun côté, même pas de celui des catholiques. Blois, ayant décidé de ne jamais écrire une ligne dont il n'est pas à rougir devant Dieu, a refusé à des directeurs de journaux qui pensaient utiliser son talent pour attaquer, pour écraser des adversaires. Jamais, jamais. Il n'a accepté de trahir. Et il a préféré mourir de faim, c'est le mot, mendier, plutôt que de s'avilir à servir un parti quel qu'il fût. Et c'est ainsi que Blois, journaliste, n'a pu s'accommoder d'aucun journal et a dû vivre sans argent. Il y avait, hélas, les angoissantes questions matérielles auxquelles il fallait bien qu'il fasse allusion quelquefois, parce que vous savez que la vie quotidienne de Blois était une chose absolument ahurissante. On se demandait chaque semaine comment allait s'achever la semaine. On se demandait de quelle façon on pourrait trouver l'argent qui permettrait de tenir.
Et on le trouvait, il y avait toujours ce miracle de la charité merveilleuse, de gens anonymes d'ailleurs, dans la plupart des cas, et qui, par admiration pour un homme qu'ils plaçaient très haut, estimaient que c'était leur devoir de bien se conduire envers un tel écrivain, et par conséquent, lui adresser une espèce d'hommage qui se doublait il faut bien le dire, d'un peu d'argent. Et ça, c'était très émouvant, et ça n'avait rien de sordide, et c'était le contraire du Blois dont on a dépeint le comportement très souvent comme celui de quelqu'un qui était employant un terme très vulgaire, une espèce de tapeur. C'était exactement le contraire. Moi, je n'ai jamais entendu Blois réclamer de l'argent à quelqu'un. Il pensait que c'était une chose simplement très juste, qu'il reçoive ce qui lui était dû. Et après tout, la justice, si on peut donner à ce terme son sens le plus authentique. Après tout, la justice, c'est sans doute ça, c'est qu'un grand écrivain reçoive ce qui lui est dû. Se heurtant sans cesse à des problèmes d'argent, Blois a conçu plus qu'une philosophie de l'argent, une mystique de l'argent. Car Léon Blois a dit sur l'argent comme sur la pauvreté des choses d'un ordre qui semble invraisemblable, mais qui explique beaucoup de choses. En réalité, c'est surtout sur ce point-là que l'on pourrait dire, comme Albert Béguin l'a fait, que Léon Blois est le grand prophète de notre temps. Il y a là des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant lui. Il appelle par exemple l'argent le sang du pauvre. Et il explique que le pauvre, c'est Jésus-Christ. Par conséquent, le riche est quelqu'un qui retient l'argent, qui le crucifie. Et on voit alors pourquoi Blois dit que l'argent est ce qui donne la vie ou qui l'ôte. On vit de l'argent, on meurt par manque d'argent. Or, comme il a manqué d'argent toute son existence, il en avait une connaissance très personnelle, extrêmement vivante, et qu'il a toujours trouvé le moyen de ramener à son absolu divin. Monseigneur Baron, dans un numéro de la Table Ronde, vous avez écrit, à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Léon Blois, que son influence avait transformé votre existence de fond en comble, au point que vous étiez devenu prêtre. Un matin, en revenant de la messe, dans un petit café de la place Condorcet à Bourg-la-Reine, il me tenait, et qui était celui-ci. Il me disait, mon cher André, je ne suis pas un auteur pieux. J'écris pour la canaille. Je la prends du milieu de la rue et je la jette sur le seuil de l'église, puis ce sont les saints qui le conduisent à l'intérieur. Vous étiez donc de la canaille. Qui ne l'est par quelque côté? Rappelez-vous le mot de Pascal, si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur. Et puis le mot plus terrible encore de Joseph de Maistre. Je ne sais pas ce qu'est le cœur d'un bandit, je sais ce qu'est le cœur d'un honnête homme, et c'est bien épouvantable. Est-ce que Léon Blois, en provoquant des conversions, voulait aussi mener des êtres humains au sacerdoce? Oh non, 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 non. Blois, et pour moi c'est ce qui s'est passé, Blois vous donnait, une fois pour toutes dans votre vie, le sens de l'absolu. C'est-à-dire, je vous le dirai après, n'est-ce pas? C'est-à-dire une rencontre de Dieu exclusive de toute autre considération, et il vous entraînait à vouloir mettre cet absolu dans votre vie. De sorte que, pour moi, la première réaction, ça a été de chercher comment ma vie pourrait répondre à cet appel. Nous étions en 1910. Quelle était la résonance de Blois? Oh, en 1910,
Très peu de gens connaissaient Blois. Il faut dire que depuis 1885, le roi de la presse d'alors, Mermex, avait décrété une consigne du silence qu'on a observée, je dirais, très religieusement. Et ces livres étaient très peu connus. C'est le Mercure de France qui les éditait. Et le Mercure de France n'était pas un éditeur de premier plan, de tout premier plan. Alors, on ignorait Blois. Moi, je crois que pour nous, ça a été, je dirais, providentiel, en ce sens que nous attendions le seul livre qui, à ce moment-là, dans l'état d'esprit où nous étions, pouvait nous attacher à Léon Blois. Et ce livre? Mais c'est Le sang du pauvre. Le sang du pauvre. Le titre seul est déjà suggestif. Et c'est un livre terrible. C'est peut-être, pour moi, c'est peut-être le plus grand livre de Blois. Ça lui parlait juif aussi, mais enfin. Je dirais que nous fûmes, dès l'introduction, complètement bouleversés par une phrase qui est celle-ci: le riche est une brute inexorable qu'on est forcé d'arrêter avec une faux ou un paquet de mitraille dans le ventre. Vous imaginez, pour des anarchisants, quelle exultation ce fut de lire cette phrase sous la plume d'un catholique. Mais nous continuâmes à lire et nous vîmes que quand Blois parlait du sang du pauvre, il parlait du sang du Christ. Et que étaient riches tous ceux qui, à travers le visage du pauvre, n'aperçoivent pas le visage de Jésus-Christ. Ah, alors nous étions des riches, nous aussi. Puisque cette vérité fondamentale du catholicisme, nous l'ignorions nous-mêmes, quoique ayant été élevés catholiques. On a rarement vu un auteur attaquer avec autant de virulence ses concitoyens. Et on peut se demander si Blois n'a pas eu beaucoup de procès. Détrompez-vous. En fait, tout le monde l'ignorait. Il disait lui-même qu'on voulait l'exterminer par une universelle campagne de silence. En réalité, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, par exemple, dans un livre, dans une publication comme Le Pal, où l'on trouve à chaque ligne matière à procès, attaque virulente contre ses ennemis, ses anciens amis, eh bien, à ma connaissance, et je ne crois pas me tromper, Blois n'a eu qu'un seul procès. Quel fut ce procès? Cet unique procès de Léon Blois? Il fit les beaux jours de la chronique parisienne. Un journal fort connu, le Chat Noir, avait l'habitude de choisir un secrétaire de direction imaginaire. Et cette fois-ci, ils avaient choisi un personnage à la fois mystique et grotesque, Joséphin Péladan, qui se faisait appeler le Sar, grand maître des Rose-Croix, auteur d'un livre, Le Vice suprême, et qui avait tout simplement excommunié le pape. L'article était intitulé « Péladan, derrière éprouvé ». Le mage, qui avait l'habitude de faire des procès, puis d'ailleurs de tous les perdre, poursuivit bien entendu Salis, directeur du Chat Noir, en justice. La fois suivante, il était écrit sur le Chat Noir, Péladan, derrière récalcitrant. Les journaux ouvrirent largement leurs colonnes à cette polémique. Le Sar, dans une lettre sur papier safran, ornée d'une couronne étoilée à la mode persique, écrivit des paroles vengeresses contre Salis, directeur du Chat Noir, le traita de limonadier et attaqua Léon Blois, qui l'accusa d'avoir empêché Barbet d'Aurevilly sur son lit de mort de recevoir les derniers sacrements. Léon Blois, à son tour, entra en lice, écrivit un article vengeur contre le Sar. Il disait notamment: cet esprit est si mal fixé qu'il faudrait lui inculquer les notions par derrière comme un lavement. Et il expliquait qu'il avait évincé
Péladan de la chambre mortuaire de Barbey d'Aurevilly. Il employait même le terme ce chacal en veston violet. Ce fut un tollé général. D'autres entrèrent en lice, notamment François Copé, qui vint à la rescousse de Léon Bloy. C'était le premier procès de Bloy. Il alla chercher un avocat au barreau de Moscou. Il choisit en effet comme défenseur le prince Ourouzov, et Ourouzov, qui parlait couramment le français, qui avait consacré une partie de sa vie à écrire un livre sur Flaubert, vint gracieusement assister Léon Bloy à l'occasion du procès qui eut lieu le 22 octobre 1891. Ourouzov avait dit à son client et ami que s'il s'en tirait avec une simple amende, ce serait un merveilleux succès. Et certains journaux avaient même prédit l'emprisonnement de Léon Bloy. En fait, à l'étonnement général, le Sar ne s'étant pas présenté, ayant fait plaider son avocat, à l'époque un député boulangiste, eh bien Léon Bloy fut acquitté. Et le lendemain, il écrivait dans La France un article vengeur contre sa victime bafouée. Il disait « Faites cesser ce bruit. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas assez ignoble pour avoir fait cela. Non, je n'ai pas choisi l'avocat de mon adversaire. » Alors, lorsque, dans un article vengeur condamnant l'acquittement de Madame Clovis Hugues, Bloy qualifie le juré de 12 bourgeois apeurés qui ont rendu sous eux le monstrueux verdict de non-culpabilité, que risquait Bloy? Là, c'est une diffamation grave et il risquait, à cette époque, la cour d'assises. Mais, d'une façon pour le moins paradoxale, la cour d'assises, cette juridiction solennelle que l'on voit normalement fonctionner dans des cas très graves, était, selon les journalistes notamment, le garant suprême de la liberté de la presse. Parce que la cour d'assises comportait un jury qui était le symbole des lecteurs et qui, par conséquent, créait une espèce de paravent contre les réglementations et les pressions que le pouvoir pouvait essayer de faire réapparaître. Alors, il aurait risqué la cour d'assises, c'est-à-dire pas grand-chose, parce que la cour d'assises rendait fort bien la confiance que lui faisaient les journalistes, et la cour d'assises était le théâtre de l'apologie des diffamateurs. Elle l'acquittait, n'ayant pas à motiver ses décisions à peu près tout le monde. Elle a duré longtemps, jusqu'en 1944, où l'on a, d'une façon uniforme, décidé que tous les délits de diffamation et d'injure étaient soumis au tribunal correctionnel. Quand Bloy s'en prenait à Victor Hugo, une idole de 83 ans, que risquait-il? À l'époque, il risquait la première fois une amende et le franc symbolique de dommages d'intérêt, qui s'est beaucoup transformé aujourd'hui. On condamne par millions d'anciens francs dans les affaires de diffamation, ce qui crée des problèmes aux journaux, disons, porteurs de germes. Tant qu'il disait du mal des pièces de Victor Hugo, d'Hernani, on ne pouvait rien lui dire. Mais j'ai relevé dans le livre une attaque très personnelle qui, elle, aurait été indiscutablement sanctionnée par un tribunal lorsqu'il dit, ce n'est dans le PAL, ce lama imbécile dont personne n'ignore la pitoyable sénilité intellectuelle, la sordide avarice, le monstrueux égoïsme et la parfaite hypocrisie comme grand-père et comme citoyen. Bien, voilà un condensé de diffamation et d'injures. La part est difficile à faire d'ailleurs dans ce texte, qui, à coup sûr, si l'idole de l'époque, je ne pense pas que c'était dans ses intentions, il ignorait Bloy comme les autres, avait voulu poursuivre, aurait entraîné à coup sûr une condamnation. Maître, je vous remercie pour toutes ces précisions. J'en ajouterai une qui vous concerne, si vous le permettez. En
reproduisant tous ces textes, il faut le dire, diffamatoires et injurieux, avec un certain plaisir. Je vous ferai remarquer que vous les avez reproduits également. Eh bien, disons que je suis dans le même cas que vous. Eh bien, vous et moi, nous tombons sous le coup de la diffamation envers la mémoire des morts. Eh bien, nous plaiderons. Les jugements de Léon Bloy déroutent. Les jugements de Léon Bloy déroutent parce que il faut, avec lui, se placer à son point de vue. Alors, ces jugements, il les puisait dans sa foi et pas du tout dans son observation. Il parle très souvent d'écrivains, ses confrères, qu'il n'a même pas connus, qu'il n'a même pas rencontrés, qu'il n'a peut-être pas lus. Et ces jugements sont affreusement tranchants. Il voit tout de suite le travail de l'ennemi, de Satan lui-même, dans tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Et c'est cela qu'il appelle son absolu. Alors, on se trompe sur lui quand on croit qu'il n'y a pas une raison extrêmement profonde à ces jugements. Mais on ne peut pas dire non plus que ce soit des jugements psychologiques, ce sont des jugements mystiques. Et d'autre part, Léon Bloy est quelqu'un de toujours concret. Sa mystique n'est pas du tout une évasion, bien au contraire. Elle est une incarnation plus profonde et plus terrible en quelque sorte, n'est-ce pas, de la colère de Dieu ou de la volonté de Dieu ou de l'amour de Dieu. Car tout cela ne fait qu'un chez lui. Et alors il répond à cet amour de Dieu par un amour de Dieu qui n'a pas d'égal à notre époque. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point la sincérité religieuse de Bloy allait loin et comment elle était indéracinable. Et jamais, par exemple, il n'a cru que finalement, les choses qu'on lui avait promises n'arriveraient pas. Si elles lui sont arrivées, c'est évidemment au-delà de sa vie, après la mort, parce qu'on n'en a vu que de faibles indices dans la vie qu'il a pu mener. Le style de Léon Bloy déconcerte. Oui, il déconcerte et il en avait tout à fait conscience. Dans Le Désespéré, il écrit en parlant de lui-même: il faisait rouler sur les têtes des quadriges de Mardi Gras et des tombereaux de tonnerre. Il avait l'attendrissement sarcastique et l'engueulement solennel. Le mot abject, dont l'usage lui fut reproché si souvent, il avait une manière de le clamer comme s'il eût été à lui seul une multitude, et ce mot devenait sublime autant que l'imprécation désespérée de tout un peuple. Je crois que ce que Bloy note ici, c'est à la fois le contraste et la violence. S'il n'y avait que la violence, je crois qu'il nous déconcerterait moins, car nous en avons l'habitude et c'est assez dans le goût de notre époque. Mais il y a un contraste entre la violence et une certaine recherche qui vient du 19e siècle et qui, dans une certaine mesure, fait que Léon Bloy pratique le style artiste. Mais le style de Léon Bloy a évolué. Je ne dirais pas qu'il a évolué, je dirais qu'il l'a découvert. Léon Bloy a commencé à écrire pour être publié dans l'Univers, c'est-à-dire dans le journal de Veuillot. Et il avait à cette époque pensé écrire dans un style assez calme et assez raisonnable. Son passage à l'Univers a été très rapide, 4 articles. Et la première occasion qui lui a été donnée ensuite d'écrire a été Le Chat Noir. Alors, Le Chat Noir était un petit journal dans lequel on recherchait le scandale, la violence, l'amusement. Et dans une certaine mesure, c'est là que Léon Bloy a appris à écrire. Et il a appris à écrire aussi un peu avec Barbey d'Aurevilly. Un de ses premiers textes, qui s'appelle La Méduse Astruc, avait été écrit sur un buste de Barbey d'Aurevilly. Et Barbey d'Aurevilly a corrigé, on possède la lettre où Barbey corrige le texte de Bloy et lui explique justement qu'il ne faut pas être constamment noble, constamment solennel, mais qu'il faut savoir rire et, lui dit-il, couper la queue à vos phrases. Et je pense que Le Chat Noir a aidé, dans ce cas, a aidé Bloy à découvrir précisément qu'il pouvait y avoir dans la violence et dans la solennité quelque chose de plus simple, voire de plus vulgaire, quand il dit lui-même l'engueulement solennel. Je crois qu'on ne peut pas aborder Bloy n'importe comment, et surtout par n'importe quel ouvrage. Il me semble pour ma part que le mieux serait de commencer par ou bien les histoires désobligeantes ou Sueur de sang plutôt, qui sont des contes assez courts,
qui laisse peut-être au lecteur plus de possibilités de s'insérer dans cet univers, et poursuivre ensuite avec La femme pauvre, qui est un roman, encore que Blois n'est pas tout à fait un romancier, mais qui est un roman dans lequel on peut pénétrer plus facilement. Et Le désespéré? Le désespéré est plus difficile parce qu'il y a des allusions extrêmement nombreuses à toute l'époque littéraire. Quand on parle de cette vue de Blois, de cette vision du monde, on pense que Blois était finalement un désespéré. Tout dépend de ce qu'on appelle un désespéré. Si vous entendez par désespéré quelqu'un qui a le sens de l'absurde et qui croit qu'il n'y a rien, Blois n'est certainement pas un désespéré, au contraire. Si vous entendez par désespéré ce que Blois voulait laisser entendre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a d'espoir qu'en Dieu et dans un autre monde, certainement Blois est un désespéré. Le monde ne peut rien lui offrir et il ne peut qu'attendre autre chose. Si bien que un désespéré, ça n'est pas tout à fait une antiphrase, mais Blois avait aussi adopté à un certain moment comme devise un texte latin qui veut dire à peu près « j'ai passé ma vie à espérer », et dans un des derniers textes qu'il a écrit, il a dit « j'ai passé ma vie à attendre le royaume de Dieu, attendre la fin du monde, attendre l'Apocalypse, car c'est cela qui aurait satisfait le mieux, je crois, la violence intérieure de Blois. » Ce n'est donc pas un désespéré, au contraire, c'est quelqu'un qui est plein d'espoir, mais d'un espoir tellement inconciliable avec le monde où il vit, qu'il apparaît nécessairement comme une absence d'espoir. Je n'ai pas assisté à ces derniers moments. C'est Georges Auric qui est venu m'annoncer sa mort. Mais j'ai eu le privilège de vivre près de lui pendant ces derniers jours. Au cours de sa vie, il avait plusieurs fois demandé à sa femme que le jour où elle le verrait en danger de mourir, elle lui rappelle ces paroles de l'aveugle-né à Jésus. « Seigneur, faites que je vois. Domine, fac ut videam. » Quelques jours avant sa mort, dans cette petite salle à manger pour la reine, il était sur sa chaise, Madame Léon Blois debout devant lui, et moi-même à côté. Nous étions seuls. Elle se souvint alors de la demande que son mari lui avait faite à plusieurs reprises, et d'une voix très douce que j'entends encore, elle lui dit « Domine, fac ut videam ». C'était lui annoncer sa mort. Léon Blois releva la tête et lui répondit par un sourire qui était véritablement un sourire de béatitude. Puis, il se tourna vers moi, comme pour me prendre à témoin, et il me fit le même sourire. Quelques instants plus tard, Madame Léon Blois me disait « Je sais maintenant que la mort est imminente, car le sourire que je viens de voir n'est pas de ce monde. »